Bonjour Christian Page. Bonjour. On va parler de la Lune ensemble. Ben oui. Des théories du complot. Là. Il y a toujours Tout à un fait. petit quelque chose. Mais juste avant, je veux dire à nos auditeurs répéter parce que ça a énormément fait réagir notre sujet sur les phares éblouissants. Je En ce comprends. moment, il y a un... Oui, c'est ça, parce que toi aussi, tu le vis. Sondage de Transport Canada auquel vous pouvez répondre là, sur l'effet que ça a sur vous. Vous avez jusqu'au 20 avril pour le faire. On va mettre le lien dans la page de l'émission via l'application Cogeco Média. Allez-y, vous allez avoir les informations. Puis on m'informe aussi qu'il y a une pétition. C'est Pierre qui nous écrit ça, une pétition qui circule au niveau gouvernemental aussi sur les phares. Donc, on va mettre le lien aussi vers la pétition. Si ça vous dérange, c'est votre manière de vous faire entendre. Alors voilà, télécharge l'application Cogeco Média, onglet émission Radio Texto. Et tous les segments de l'émission, on les découpe, ils sont là. Mais Christian, t'es rentré en studio en disant, toi, les lunettes jaunes, tu les as Voilà. adoptées. Là. Parce que moi, l'été, ma voiture d'été, estivale, c'est une Chevrolet Camaro, un ancien modèle. Puis c'est un modèle qui est très, très bas. Et je te rejoins lorsque tu mentionnais lorsqu'on a une voiture à l'arrière avec des lumières d'aile, on a l'impression que le Seigneur est en train d'apparaître dans l'habitacle. Là, c'est l'illumination. Là, on joue avec le rétroviseur, les lumières, les miroirs de gauche et à droite. Je me suis procuré ces fameuses lunettes. Effectivement, si on n'a pas besoin de conduire avec des verres de prescription, on peut en trouver chez Costco, chez Canadian Tire pour quelques dizaines de dollars, 20-30 $. Et je te dis, ça doit diminuer de 20 à 30 l'éblouissement lumineux que provoquent les lumières à DEL. Donc, si vous êtes très dérangé par ces lumières, en attendant éventuellement qu'il y ait des législations, je pense que c'est un bon choix de se procurer ce type de lunettes. Parfait, c'est dit. Je ne sais pas si les astronautes devront en porter quand ils seront... Ben là, c'est la face cachée de la Lune, mais Oui, voilà. leur éblouissement, c'est ce que tout le monde surveille, tout le monde attend Tout à avec fait. impatience ce qui va se passer d'ici, écoute, environ 1 heure ou 2, la face cachée de la Lune. C'est un très grand moment. Dans l'histoire de la conquête spatiale, c'est un grand moment parce que, d'ailleurs, petite anecdote, mercredi dernier, j'étais avec David Saint-Jacques, l'astronaute. Et David Saint-Jacques, on avait une espèce de mêlée de presse. Et David Saint-Jacques dit aux journalistes, il dit, c'est la première fois que les astronautes vont voir la face cachée de la Lune. Et là, moi, je disais à David Saint-Jacques, je dis, si tu continues de dire ça, ça va alimenter les théories du complot. Parce que durant les missions Apollo, faut-il se rappeler que lorsqu'on avait l'activité extravéhiculaire, donc les astronautes qui étaient sur la Lune, c'était des équipages de 3 astronautes, on en avait 2 qui se posaient sur la Lune à bord du LEM. Le 3e astronaute, celui qui avait le moins bon billet, en fait, dans le groupe, lui demeurait dans ce qu'on appelle le module de commande, le vaisseau Apollo, qui lui tournait en orbite autour de la Lune. Donc, finalement, il passait au-dessus de la face cachée de la Lune. Parce qu'en disant ça, de cette manière, je disais à David Saint-Jacques, je dis, là, les gens vont dire, ouais, est-ce que David Saint-Jacques est en train de dire que l'émission Apollo était fausse? Non, en réalité... Hey, le monde m'énerve. Tout à fait. On joue sur des mots. En fait, David Saint-Jacques avait raison en ce sens que lorsqu'il y avait les missions Apollo, les atterrissages, les alunissages se produisaient du côté qu'on voit de la Lune, parce qu'évidemment, pour les communications radio, on ne pouvait pas avoir un obstacle. Donc, les missions se produisaient là. Et on voulait également avoir de la lumière. Donc, ça se produisait dans ce qu'on appelait le jour lunaire. Donc, toutes les missions Apollo se sont produites, se sont déroulées sur le jour lunaire, sur la face visible de la Lune. L'autre, le vaisseau Apollo, lui, qui était en orbite autour de la Lune, lorsqu'il passait au-dessus de la face cachée de la Lune, elle était toujours dans l'obscurité. Donc, c'est la première fois, comme là, il n'y avait pas d'alunissage, on avait prévu pour la mission Artemis qu'elle passe au-dessus, autour de la Lune, elle fasse un tour de la Lune, alors que la face cachée de la Lune sera pleinement éclairée par le Soleil. Et ça, c'est fantastique. On a des photographies qui ont été prises par des sondes qui ont réalisé cet exploit, mais que des yeux humains voient la face cachée de la Lune éclairée par le Soleil, c'est une première. C'est la première fois dans l'histoire de la conquête de l'espace pour laquelle on va assister à ça aujourd'hui même. D'ailleurs, les astronautes seront aussi les êtres humains qui auront été le plus loin de la Terre, parce que c'est une longue orbite qu'ils vont décrire. C'est décrire. plus de 400 000 kilomètres. Voilà, parce que lors des missions lunaires, le vaisseau Apollo se mettait en orbite autour de la Lune à une vingtaine de kilomètres peut-être d'altitude, 20-30 kilomètres d'altitude autour de la Lune, peut-être même un peu plus que ça, mais
relativement proche de la Lune. Alors que dans le cas de la mission Artemis, pour utiliser cet effet d'attraction lunaire, le vaisseau Artemis va s'éloigner de la Lune avant de profiter de cet effet et pouvoir revenir vers la Terre sans avoir besoin d'utiliser du carburant. Donc, les astronautes deviendront à ce moment-là les êtres humains ayant été le plus loin de la planète Terre. Et encore une fois, ça sera une deuxième première pour la mission Artemis. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. C'est extraordinaire. Moi, je suis depuis le début, le décollage. C'est un moment qu'on vit collectivement. Il y a quelque chose d'agréable là-dedans. On est rassemblés, on vit les choses ensemble. On en a tellement besoin dans le climat actuel. Et ça nous montre à quel point les êtres humains peuvent, lorsqu'ils mettent la volonté commune, réaliser de grandes choses. Et là, on le voit, Artemis, c'est la collaboration de plein de pays qui ont mis l'épaule à la roue pour réaliser ce projet d'amener à nouveau des astronautes autour de la Lune. C'est fantastique. Et il faut quand même le dire, la mission Artemis, pour toute une génération, c'est de vivre ce que les gens des missions Apollo ont vécu. Mais il y a de moins en moins de gens qui sont présents ici. C'est ça, on n'était pas nés, là. Moi, j'ai vu Neil Armstrong débarquer sur la Lune, j'ai 63 ans. À l'époque, j'en avais 6 ans, là, lorsque Neil Armstrong... Donc, on comprend qu'on a de moins en moins des gens de la vieille génération qui ont assisté, qui ont vécu en direct les vols Apollo. Alors que là, il y a toute une nouvelle génération qui vit cette aventure extraordinaire de retourner autour de la Lune. Et les gens diront, oui, mais qu'est-ce que ça donne? Il faut quand même se rappeler qu'aucune opération humaine n'a autant apporté à l'humanité que la conquête de l'espace. Grâce à la conquête de l'espace, on a développé plein de sous-produits qu'on utilise même les téléphones cellulaires, les téléphones portables, les couvertures thermales, le micro-ondes, bon, bref, il y a 1001 objets de notre quotidien qu'on utilise et on ne se rend pas compte que sans la conquête de l'espace, on aurait mis des décennies à réussir à produire ce genre de technologie. Mais bon, je suis un apôtre de la conquête de l'espace. Je pense que tu le sens bien. Et c'est passionnant d'écouter en parler, mais à chaque fois qu'il survient un événement qui entre dans la catégorie du spectaculaire, que ce soit positif ou négatif, on peut penser aux attentats du 11 septembre 2001. Chaque fois qu'il y a un événement marquant à l'échelle internationale, ça vient avec des théories du complot. Et Artemis 2 n'y fait pas exception. Tout à fait. C'est ça, là. Artemis 2 joue sur 2 tableaux. En fait, pour les théoriciens du complot, je dirais qu'on rejoint 2 complosphères. La première, c'est celle de prétendre que la Terre est plate. Donc, on a les platistes. Donc, à partir du moment où on est en orbite et que les astronautes nous renvoient ces images exceptionnelles de la Terre, et là, évidemment, tous les gens qui prétendent que la Terre est plate disent « c'est des images de synthèse, c'est pas possible ». Bon, c'est un peu aberrant d'aborder ce sujet-là de cette manière-là, mais bon, je pense qu'il faut profiter de l'événement. Non, la Terre est ronde, puis je pense que les images que nous transmet Artemis sont fabuleuses à ce niveau-là. Et réelles. Et réelles. Il faut savoir également, on compare des photos qui ont été prises, par exemple, durant l'émission Apollo, ou par des sondes où on voit la Terre de loin. Mais même là, dans ces années, les années 50, 60, lorsqu'on a eu les premières images de la Terre, elles nous montrent toujours cette fameuse sphère. Et toutes ces images-là font l'objet d'un complot. Hein? Et ultimement, on peut se poser la question, mais à quoi peut bien servir un tel complot? Hein? Parce qu'on a souvent tendance à réduire la conquête de l'espace à la NASA, alors qu'en réalité, il y a plus d'une quarantaine de pays qui ont envoyé ou des satellites ou qui ont participé à l'aventure spatiale. Donc, on aurait un complot. Et à chaque fois, on voit des photos de la Terre. Il y aurait beaucoup de personnes impliquées dans le complot. Et quel est l'objectif de tous ces pays du monde de participer à un grand complot pour nous cacher que la Terre est une sphère? Donc, ça devient un peu aberrant. Donc, ça, on a déjà une première alimentation au niveau des théories du complot. Et la deuxième théorie du complot, la deuxième complosphère où on rejoint, c'est ceux qui prétendent qu'on n'a pas été sur la Lune. Donc, évidemment, l'idée qu'on retourne vers la Lune, ça semble invraisemblable. Donc, j'ai même vu un truc passer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, au début, j'ai cru que c'était une blague. Et quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit, il faut vraiment que les gens soient
complètement ignorants de comment déconnectés ou comment fonctionne la photographie. Il y a une image, peut-être que tu l'as vu passer au cours des derniers jours, où on voit la fusée Artemis qui décolle, et en même temps qu'elle décolle, on voit comme une espèce de lumière qui, elle, se déplace en sens inverse. Comme la fusée monte, cette lumière-là se déplace en sens inverse. Et là, j'ai vu dans les théories du complot des gens dire, ça, c'est une nacelle, genre un peu téléphérique, et au moment où la fusée décolle, on évacue l'équipage sur une espèce de nacelle. Non! Quand tu connais la photographie, tu as travaillé avec une caméra, un appareil photo, c'est un reflet dans la lentille qui se produit toujours en sens inverse. Donc, la lumière des réacteurs, des tuyères de la mission Artemis, alors que la fusée s'élève, dans la lentille de la caméra, ce jet de lumière-là va se déplacer un peu en sens inverse dans l'autre cadran de l'image. Et tu te poses la question, voyons, si c'était vrai, la NASA aurait choisi d'évacuer les astronautes au décollage d'Artemis. Puis ce serait quoi le but pour vrai de faire ça? Je comprends pas. Si on voulait évacuer l'équipage, pourquoi ne pas l'évacuer quand ils ont retiré la passerelle d'embarquement? On aurait pu évacuer les astronautes de manière plus discrète. Non, on aurait construit une espèce de téléphérique, alors que le monde entier a les yeux rivés sur ça. Un téléphérique pour évacuer les astronautes. C'est tellement absurde. Puis là, c'est quoi? On voit des images d'eux, là. Ils ont fait un studio. Oui, c'est ça. Tout ça est tourné en studio, donc c'est pas vrai. Et c'est en même temps, au-delà de toute cette construction abracadabrante, la mission Artemis risque de faire mal à ceux qui disent que nous ne sommes pas allés sur la Lune, parce que là, ils vont perdre l'un de leurs arguments favoris. Les gens qui... Généralement, ces gens-là ont très peu de connaissances dans le domaine de la physique. Ces gens-là soutiennent, depuis les missions Apollo, que c'est impossible d'aller vers la Lune ou d'autres planètes pour des êtres vivants parce qu'il faudrait traverser ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais la Terre est entourée de 2, peut-être même 3 grandes ceintures qu'on appelle la magnétosphère, qui nous protège des rayonnements de l'espace. Et ce sont des particules qui sont très chargées et même, dans certains cas, radioactives. Et donc, ceux qui prétendent qu'on n'a pas été sur la Lune disent, pour se rendre sur la Lune, ces ceintures-là sont au-dessus en fait, elles commencent à 70 km de la Terre, donc à 700 km. Donc, on est au-dessus de la station orbitale qui est à 400 km. Donc, on se dit, pour traverser les ceintures de Van Allen, les astronautes auraient été irradiés mortellement. Donc, ils seraient tous morts à leur retour sur Terre dans quelques semaines après leur retour sur Terre. C'est comme si on avait été aux côtés du réacteur de Tchernobyl quand tout ça a explosé. Okay. Alors que c'est une absurdité totale. Là. Et là, ils nous disent il aurait fallu protéger les astronautes avec des couvertures de plomb de plusieurs mètres d'épaisseur. Absurdité totale. En fait, une simple feuille d'aluminium réussit à nous protéger. Et pour te donner un exemple, quand les astronautes sont allés vers la Lune, moi, j'ai eu la chance de parler avec quelques-uns d'entre eux, notamment Charles Duke, qui me disait on n'a même pas été informé de ça. Puis la NASA nous dit vous allez traverser les ceintures de Van Allen. OK, parfait, on passe. Ils n'en ont pas fait de cas. Non. Une feuille de papier, quelques couvertures de papier d'aluminium étaient suffisantes pour nous protéger. Et les astronautes qui ont été sur la Lune, ceux qui ont été le plus exposés au rayonnement de la ceinture de Van Allen, ce sont les astronautes d'Apollo 14. Et la quantité de rayonnement qu'ils ont reçu est l'équivalent d'un scan chez ton médecin. Donc, tu vois, là, mais là, si on ramène les astronautes de la mission Artemis, pour la première fois, des êtres humains traversent à nouveau la ceinture de Van Allen, aller-retour. Donc, si les astronautes reviennent en bonne santé, les théoriciens du complot qui affirment qu'on n'a pas été sur la Lune viendront de perdre 80% de leur argumentaire en disant les ceintures de Van Allen sont impossibles à traverser, alors que les astronautes d'Artemis l'auront traversé aller-retour. Christian Page, je regarde la messagerie, on a quand même quelques auditeurs qui doutent de ce qu'on est en train d'exposer. Je sais pas, vous pouvez rester dans vos croyances d'une certaine manière. Nous, on ne cherche pas à... Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez, mais je veux dire, quand la science parle, c'est aussi bien de s'ouvrir et de l'écouter. Moi, les gens, Marie, me disent souvent, Christian Page, je ne crois jamais à rien. C'est faux. Je crois à la science. Et je pense qu'on est ici devant un exploit scientifique qui est tout à fait extraordinaire et je pense qu'on va tirer profit. Réel. Et tout à fait réel. Et on va tirer profit de ça.